Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui me donnent de l'argent sur Tipeee. Sachez que l'intégralité sera investie dans la chaîne, notamment pour l'achat de matériel et la mise en place de divers projets. Après avoir fait une première vidéo sur la fumisterie féministe, je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin et il me semblait important de débunker la deuxième fumisterie de la gauche, à savoir le privilège blanc et la soi-disant discrimination des populations d'origines étrangères. Nous allons tout d'abord nous interroger sur l'origine de cette fumisterie. Pour résumer très brièvement, un rapport du think tank Terra Nova du 10 mai 2011, intitulé « Quelle majorité électorale pour 2012 ?» définit le plan d'action que doit suivre la gauche afin de parvenir au pouvoir. Ce que dit ce rapport, c'est que la gauche ayant définitivement perdu le vote du prolétariat, à savoir des ouvriers et les classes populaires, il faut créer une nouvelle base électorale avec les jeunes bobos diplômés, les femmes et les Français d'origines étrangères. Le divorce de la gauche avec les ouvriers et les classes populaires est bien antérieur à ce rapport, tout comme son antiracisme et son féminisme. Mais force est de constater que la mise en avant de cette rhétorique consistant à placer les Français de souche et les hommes comme des oppresseurs systémiques s'est très largement intensifiée ces dernières années suite à ce fameux rapport. La raison pour laquelle la gauche a perdu le vote des classes populaires est assez simple. Je ne cesse de le répéter dans mes vidéos, je vous conseille notamment d'aller voir ma vidéo sur les contradictions de la gauche, et je ferai peut-être une vidéo complémentaire à ce sujet. Force est de constater que l'idéologie de gauche de ces 50 dernières années a mis ce qu'on pourrait appeler le prolétariat traditionnel, ou ce que nomme Michel Onfray le peuple old school, totalement à terre. Ce peuple a été tellement piétiné par cette idéologie que les médias et les militants gauchistes tentent divers subterfuges pour éviter que ce peuple ne se révolte. Un ancien adage dit que la meilleure défense est l'attaque, donc pour éviter que le peuple français ne se relève, il le piétine à terre. Au-delà du calcul électoral, si vous aimez les analyses marxistes, on pourrait ici dire qu'il remplace la lutte des classes par une lutte des races et une lutte des sexes, permettant ainsi de passer sous silence les réels facteurs de domination qui sont avant tout économiques. Pour poursuivre ces buts, une véritable propagande est mise à l'œuvre pour faire avaler cet énorme mensonge sur les soi-disant discriminations. Je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez leur rhétorique et leur définition du racisme qui consiste à ne considérer comme racisme que les discriminations dites systémiques, et à ne pas considérer comme du racisme une femme qui se fait violer en se faisant traiter de sale blanche. Bah oui, en même temps, quand les agressions racistes violentes sont quasiment uniquement dirigées contre les blancs, il fallait trouver une rhétorique pour ignorer ce phénomène. Vous savez également que d'après eux, chaque blanc reçoit à la naissance un certain nombre de privilèges, et que les autres reçoivent des malus, ce qui les amène à être discriminés de manière systémique. De base, je déteste ces notions de privilèges. Chaque personne, quel que soit son milieu, a sa misère, qu'elle soit économique, sociale, psychologique, affective, et j'en passe. Cependant, afin de montrer que leur rhétorique est complètement foireuse, je vais être obligé de me mettre sur le même logiciel de pensée qu'eux et vous montrer que ceux que les gauchistes considèrent comme des dominants dans la société, à savoir les blancs, les chrétiens et les français de souche, ne le sont pas vraiment et peuvent être eux aussi victimes de racisme ou de discrimination systémique. Je vais également essayer de vous démontrer que les discriminations qui sont souvent qualifiées de systémiques à l'égard des populations d'origines étrangères n'existent parfois tout simplement pas ou bien sont avant tout d'origine socio-économique. La gauche nous fait croire qu'il y a une véritable discrimination étatique et systémique des populations d'origines étrangères. C'est totalement faux et c'est même très souvent l'inverse. Tout d'abord, nous allons parler de l'attention portée par l'État envers les différents types de populations et des aides accordées par l'État. Concernant les Français d'origine étrangère, qui habitent souvent dans des banlieues, l'État est très généreux. Les plans banlieues qui se succèdent depuis les années 80 ont alloué plus de 100 milliards d'euros aux banlieues, alors que la France rurale, la France périphérique habitée majoritairement par des Français de souche, n'a quant à elle jamais bénéficié de l'attention des pouvoirs publics, et cette France crève en silence. Et je ne parle ici que des plans banlieues et pas des différentes aides accordées par l'État dont les Français d'origines étrangères sont les premiers bénéficiaires car ils sont surreprésentés parmi les chômeurs et les inactifs. Ce qui est d'autant plus ironique, c'est que la France périphérique est constituée des fourmis travailleuses qui maintiennent ce pays à flot et que c'est en les étouffant de taxes que l'État finance les plans banlieues et les aides accordées. Ils sont tellement taxés par l'État qu'ils n'arrivent même plus à vivre de leur travail. Enfin, les Français d'origine étrangère ont accès à la mondialisation en habitant plus près des métropoles, ce qui leur permet un accès plus facile à l'emploi, nous reviendrons d'ailleurs sur ce point plus tard. Je ne vois pas vraiment comment on peut parler de racisme d'État envers les Français d'origine étrangère, sachant que ces derniers bénéficient de plus d'aide et d'attention de la part de l'État que les Français de souche. Pour poursuivre sur ce même point, au-delà même des Français d'origine étrangère, nous allons maintenant parler des migrants. Lorsqu'un migrant arrive sur le territoire français et va faire une demande d'asile à la préfecture, il a un panel de droits qui s'ouvre à lui, dont le droit de bénéficier d'un hébergement aux frais de l'État, dans une CADA ou dans un hôtel payé par l'État, et d'une somme allouée tous les mois, ainsi que tous les autres droits au même titre que les Français, à savoir la scolarité et les soins totalement gratuits. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que ce droit à l'hébergement est un droit dont les Français ne bénéficient pas. Il est donné aux immigrés car ils sont considérés comme plus vulnérables. Si je parle de ça ici, c'est pour montrer que la rhétorique gauchiste qui veut faire passer l'État français pour un État raciste est totalement fausse.
Quel pays raciste institutionnellement accorderait des droits supplémentaires aux immigrés et donnerait plus d'aide aux populations d'origines étrangères? Vous voyez bien que c'est grotesque. Le deuxième grand totem de la gauche, pour accuser la société de racisme systémique, est la discrimination à l'embauche et à l'emploi. C'est, je crois, de loin la plus grande fumisterie qu'on nous sert. On nous répète partout que les CV contenant des noms à consonance étrangère seraient discriminés à l'embauche et que ça serait la démonstration d'une discrimination systémique. L'affreux État raciste français a donc, à travers Pôle emploi, commandité une étude pour voir ce qu'il en était de cette discrimination à l'emploi et essayer d'y remédier. Pôle emploi a donc effectué une étude à travers l'envoi de CV anonymes. Les résultats de cette étude disent que, de manière inattendue, l'usage de CV anonymes tend à réduire les chances d'obtenir un entretien pour les candidats issus de l'immigration. À compétences égales, les populations d'origine étrangère sont donc au contraire avantagées à l'embauche par rapport aux Français de souche. Si les recruteurs favorisent les candidats d'origine étrangère pour les recevoir en entretien, on peut en déduire qu'ils les favorisent également pour ensuite les recruter. Ces résultats n'ont absolument rien d'étonnant, car contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ce n'est pas le racisme qui est systémique, mais plutôt l'amour de la diversité. Il faut préciser que si l'un est avantagé, l'autre est par définition discriminé. Je ne vous apprends de plus rien en vous disant que les entreprises pratiquent la discrimination positive implicitement, notamment dans l'évolution des carrières, car avoir de la diversité à la tête des entreprises est bien vu. Sur le marché de l'emploi, les populations d'origine étrangère sont donc au contraire privilégiées, que ce soit à l'embauche ou dans l'évolution de la carrière. Ils ont de plus, comme je l'ai dit en amont, accès aux métropoles à moindre coût, car pour des raisons culturelles, les Français de souche ont déserté ces endroits. Le grand argument de la discrimination à l'emploi n'est donc qu'une énorme connerie. Si discrimination il y a, elle concerne avant tout les Français de souche. Le troisième grand argument qu'on nous sert pour prouver qu'il y a un racisme systémique, c'est le fameux contrôle aux faciès, et les violences policières qui seraient l'expression d'un État horriblement raciste. J'ai trouvé une vidéo qui est assez représentative de ce que sont ces fameux contrôles aux faciès. Dans mon quartier, en bas de ma tour, même, précisément, il était vers 22h, on va dire, et j'étais posé dans un garage, j'écoutais de la musique, parce que là en fait les garages ils sont ouverts, on va dire ils appartiennent à tout le monde, ils appartiennent au quartier. J'écoutais de la musique tranquillement, posé. Et je ne les avais pas vu venir, d'un seul coup, je vois des grosses lampes, des lampes torches super fortes là, des policiers, et qui m'éblouissent tout ça. Ensuite j'ai dit qu'est-ce que vous faites dans le garage? J'écoute de la musique, je suis posé tranquillement. Ils m'ont dit sortez vos papiers, vous n'avez pas de situation sur vous, vous fouillez, tout ça. Classique. Ils m'ont dit vous avez rien à faire dans ce garage. Ça veut dire en gros comme si j'étais entré par effraction dans le garage. Ça aurait été quelqu'un d'autre dans le garage. Par exemple, ils auraient peut-être pas pensé qu'il y aurait quelque chose dans la voiture ou que j'avais des trucs sur moi. C'est juste ça que j'ai pas trop aimé, mais sinon ça s'est bien passé. Voilà, c'est juste le fait de se faire contrôler pour rien qui vous agace. Exactement. Pourquoi vous spécialement alors? Donc, si je résume bien, cette personne était dans un garage public, dans une zone sensible à fort taux de délinquance, en train d'écouter de la musique en pleine nuit, et s'est fait contrôler par la police. De plus, cette personne est habillée dans une tenue souvent portée par les délinquants. Vous croyez vraiment que si on remplaçait cette personne par un blanc portant le même accoutrement et dans le même contexte, ce dernier ne se ferait pas contrôler ? Et cela concerne l'écrasante majorité des contrôles aux faciès qu'on nous présente comme racistes. Si l'on envoie des groupes de blancs habillés en survêtements zonés dans des coins où il y a beaucoup de délinquance, je peux vous garantir qu'ils se feront autant contrôler que les autres. Et si on mettait le monsieur de la vidéo habillé correctement dans une terrasse à Bastille, il ne se ferait pas contrôler. Cela n'a donc que très marginalement à voir avec la couleur de peau et l'ethnie. Donc oui, il peut y avoir des contrôles aux faciès racistes, mais c'est très minime. Le père de famille d'origine extra-européenne ou même le jeune qui est habillé correctement, va travailler et qui ne passe pas ses journées à zoner dans les quartiers a quand même quasiment aucune chance d'être contrôlé. Il faut entendre aussi l'autre partie du discours, c'est-à-dire qu'il serait victime de discrimination, de contrôle abusif, etc. Tu vois, c'est ça qui... Il n'y a pas de contrôle abusif, tu sais. De toute façon, j'ai vécu en cité, j'ai grandi en cité, je sais, j'ai pas une tête de bon Gaulois. Voilà, j'ai pas une tête de bon Gaulois. Je me suis fait contrôler qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que je ne traîne pas dehors. Si je suis dehors, c'est pour aller faire un foot ou un truc comme ça, ou avec des amis. Je ne tiens pas les murs, je n'agresse pas les gens, etc., etc. Le contrôle aux facettes, tout ça, c'est une chimère, tout ça. Alors oui, on va contrôler plus souvent un mec qui est, je sais pas moi, la casquette à l'envers, avec, je sais pas moi, un survêt, etc. Mais pourquoi? Parce que les profils des agresseurs, les profils des gens qui arrachent des sacs, qui agressent, insultent, etc. C'est des gens qui ont des profils, des gens qui sont habillés comme ça, en survêt, qui ont une certaine
plaise à tout le monde. C'est comme ça. D'ailleurs, les différentes études à ce sujet, cherchant à prouver ces discriminations, sont totalement bullshit et montrent justement qu'énormément de facteurs rentrent en compte au-delà de l'ethnie. Ce que j'aimerais également souligner, c'est que les policiers ont été très courtois avec la personne et que, comme elle dit, tout s'est très bien passé. Je peux vous assurer que dans un pays réellement raciste, quand on fait partie d'une minorité, les contrôles ne se passent pas aussi bien et aussi courtoisement. D'ailleurs, il y a tellement peu de bavures policières racistes en France que la gauche est obligée de continuer à parler de faits qui se sont passés il y a plus de 30 ou 40 ans. Si les relations entre la police et ses populations sont très tendues dans certains endroits, c'est au contraire parce que la police est trop faible et manque d'autorité. La légende selon laquelle la police serait plus violente envers les jeunes des cités est totalement fausse, infondée et illogique. C'est totalement l'inverse avec la doxa bien pensante médiatique, les policiers ont peur de lever le petit doigt, de peur de se faire traiter de raciste. Le cas de Théo est remarquable à ce sujet. Ce dernier a agressé des policiers qui l'ont blessé en essayant de le neutraliser. Ces policiers ont de suite été suspendus et ont subi un lynchage médiatique sans pareil, alors qu'ils étaient innocents. La réalité, c'est que les policiers ont peur et sont bien moins autoritaires avec les jeunes des cités, car en plus du lynchage médiatique ou du jugement des juges rouges, ils risquent à chaque interpellation en cité de se faire lyncher physiquement. Les deux policiers peuvent s'aventurer dans l'escalier, mais sur la pointe des pieds. À cet endroit, on travaille quand même en silence. C'est possible parce que la population qui habite dans cet immeuble, c'est majoritairement hostile. Donc là, on fait les cages d'escalier, vérifier qu'il n'y a pas de stupéfiants. C'est pas la peine que tous les habitants soient avertis de notre passage, en fait. Regardez l'attitude des policiers. Ils sont tout timides et peureux et cela se passe en plein Paris. Vous croyez vraiment que quand des policiers vont dans un quartier où habitent majoritairement des Français de souche, ils sont aussi courtois et pacifiques quand ils se font insulter? Il faut être fou pour croire que la police est plus violente avec des jeunes de cité qu'avec le reste de la population. La police française est d'ailleurs au quotidien très agréable et bienveillante avec tous les Français. Cependant, les faits parlent d'eux-mêmes. On n'a quasiment aucune bavure durant les émeutes en banlieue, comme récemment à Grenoble, ou durant les mini-émeutes auxquelles on a maintenant régulièrement droit. En revanche, durant les Gilets jaunes, les Français de souche qui ont perdu un œil ou ont été mutilés se comptent par dizaines. Rendez-vous quand même compte que le cas de Théo où les policiers étaient dans leur bon droit a fait plus de bruit que le cas de Fiorina Ligné, cette jeune fille qui a perdu un œil alors qu'elle manifestait pacifiquement. L'enfumage qu'a mis en place la gauche sur ces sujets est absolument incroyable. Je ne parlerai même pas des exemptions de confinement qui ont été mis en place pour le ramadan alors qu'ils ont été intransigeants avec Pâques, tellement c'est scandaleux. Et est-ce que, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent, il y a même une vidéo qui circule, comme quoi vous auriez ordre, vous policiers, en banlieue, de pas trop intervenir? Alors ça dépend des communes. Moi, personnellement, sur ma commune, on a reçu l'ordre de ne pas nous rendre aux endroits à risque. Ah. C'est-à-dire que ma hiérarchie nous a dit explicitement n'allez pas les provoquer, n'allez pas... Quand eux ils disent de provoquer, c'est-à-dire juste patrouiller sur le secteur. Hein. Ça pour eux, c'est de la provocation pour eux. Alors, n'allez pas patrouiller sur le secteur, sinon ça va les provoquer, etc. Ils vont vous attaquer, vous allez devoir donner une réponse, et eux ils vont répondre aussi, etc. Et donc pour acheter la paix sociale, il faut pas qu'on aille Scandaleux. Pour poursuivre dans cette veine, nous allons maintenant parler du jugement dans les tribunaux. Bon, peu de gauchistes sortent cet argument, mais certains ont quand même le toupet de faire croire qu'il y a une justice à deux vitesses et que les Français de souche sont avantagés. Encore une fois, c'est l'inverse. Sur ce point aussi, les Français de souche sont discriminés par rapport aux Français d'origine étrangère. Je vous renvoie à ma vidéo sur les juges, que je vais bientôt remettre en ligne. Pour résumer, les juges qui sont très majoritairement de gauche ont une vision idéologique et politique de la justice. Tout ceci a été théorisé dans un discours solennel de 1974, dit la harangue de Baudot, où ce dernier appelle les magistrats à juger de manière partiale et à avantager les défavorisés. Il est donc logique qu'avec l'évolution de l'idéologie de gauche, l'émergence de la gauche Terra Nova et la théorisation de toutes ces conneries comme le privilège blanc, les juges qui auparavant favorisaient le prolétaire par rapport aux riches, favorisent maintenant les Français d'origine étrangère et les immigrés par rapport aux Français de souche. Car si on se base sur l'idéologie de gauche, les Français d'origine étrangère sont par essence plus défavorisés. Ainsi, le Français de souche est logiquement jugé plus sévèrement que le Français d'origine étrangère. Une réelle discrimination systémique envers le Français de souche est donc à l'œuvre au niveau de la justice. Un autre cas très représentatif de l'enfumage, c'est la discrimination au logement. Sur ce point, ce qui est réellement à l'origine de la discrimination, c'est le plus souvent la catégorie socio-économique. Je ne sais pas si vous avez essayé de trouver un appartement sans avoir un CDI ou sans que vos parents ne se portent garant, mais c'est quasiment mission impossible en France dans les grandes villes. Et ça concerne tout le monde, quelle que soit la couleur de peau ou l'origine.
Ensuite, entre une personne d'origine africaine riche et bien éduquée et entre un blanc pauvre ne sachant pas se tenir, je pense que le choix du propriétaire sera vite fait. Ce que je veux dire ici, c'est que le principal facteur de discrimination sur le logement est surtout et avant tout économique. Les blancs défavorisés n'arrivent déjà pas à trouver un logement correct, et les populations d'origine africaine encore moins. Sur ce point, il y a effectivement une double peine pour les Français d'origine étrangère, et ils peuvent parfois être victimes de stéréotypes. Nous allons maintenant aborder les privilèges qu'on pourrait qualifier de sociétals, dont bénéficient les populations d'origine étrangère. Le postulat est que quand on est pauvre, souvent la seule chose que l'on a, c'est l'appartenance à une communauté et la spiritualité. Sur ce premier point, il me semble que les Français d'origine étrangère sont largement privilégiés. Ils disposent souvent d'un fort sentiment d'appartenance à leur pays d'origine, encouragé par l'idéologie dominante, qui les incite à ne pas perdre cette appartenance et à en être fiers. Il en va de même pour leur spiritualité dont ils sont incités par la doxa à la préserver, à s'en revendiquer et à en être fiers. Bien souvent musulmans, ces populations étrangères ont accès à travers la religion à une sorte de fraternité avec leurs co-religionnaires, ce qui leur permet une appartenance très solidaire et solide à un groupe, sans même parler de la spiritualité en elle-même qui leur permet d'échapper à de nombreuses crises existentielles et souvent leur permet de vivre et de mourir heureux. Le Français de souche, quant à lui, n'a aucune de ces appartenances. On lui enseigne dès son plus jeune âge que le nationalisme et l'amour de son pays sont des ignominies qui rappellent les pires heures de notre histoire. Qu'il n'y a d'ailleurs pas de quoi être fier de cette histoire qui serait horrible et sanguinaire. Il n'a de plus souvent aucune appartenance territoriale, les familles étant assez isolées entre elles dans la France périphérique. Enfin, dès son plus jeune âge, la doxa lui enseigne que la religion catholique est ridicule, il le voit d'ailleurs être moqué partout et en permanence. Il vit dans un vide existentiel total et n'appartient à aucune communauté. Il n'y a donc absolument aucun privilège blanc sur ce point essentiel, et c'est même l'inverse. Le deuxième point concerne la question de la virilité et de l'occupation de l'espace public. Concernant les Français d'origine étrangère, les hommes sont souvent élevés de manière traditionnelle, virile et patriarcale. Dès le plus jeune âge, ils connaissent l'adversité et la confrontation, ce qui fait d'eux des hommes forts, n'ayant pas peur de l'affrontement et sont ainsi dans une position dominante dans l'espace public, que ce soit à l'école ou dans la rue. De plus, le premier point est leur sentiment d'appartenance leur permet d'évoluer en groupe et ainsi d'être plus forts. Et ceci contrairement aux Français de souche qui ont été totalement encouragés à abandonner cette éducation traditionnelle au profit d'une éducation moderne. Les hommes sont élevés comme des lâches, dans la peur de l'affrontement et de l'adversité, ce qui fait qu'il y a dans cette catégorie une très grande majorité de peureux, totalement écrasés dans l'espace public. N'ayant en plus aucune appartenance de groupe ou communautaire, il est totalement isolé. Le seul échappatoire pour le Français de souche qui habite en banlieue est souvent d'adopter les codes des populations étrangères. Sur ce deuxième point essentiel, il n'y a également aucun privilège blanc, et c'est encore une fois l'inverse. L'espace public, que ce soit la rue ou l'école, constitue le quotidien des franges les plus défavorisées de la population, et il se trouve qu'ils ne sont absolument pas en position de force dans ces lieux, bien au contraire. Le troisième point concerne les agressions envers les chrétiens. On nous fait également croire que l'islamophobie serait un véritable fléau en France, et que l'islam serait la religion la plus discriminée, alors qu'en réalité, il y a 10 fois plus d'actes contre la religion chrétienne que musulmane en France. Vous voulez voir un exemple de discrimination systémique concernant les religions ? Au début de l'année, dans une ville du sud de la France, des enfants qui faisaient une représentation de la crèche de Noël ont été agressés par des militants d'extrême gauche et ont été obligés d'arrêter leur représentation et d'évacuer les lieux. Je ne vous parle pas du traumatisme que cet acte a été pour les enfants. Avez-vous ne serait-ce qu'entendu parler de ça ? Les médias d'envergure en ont-ils seulement parlé ? Avez-vous entendu un ministre s'exprimer sur le sujet ? Non. Absolument rien, silence total. Par contre, quand 2 femmes voilées musulmanes se voient refuser l'accès à un restaurant, là c'est un scandale d'État, avec réaction du gouvernement et mobilisation de tous les médias nationaux. La discrimination systémique, c'est ça, le 2 poids, 2 mesures de la part du système. La discrimination systémique, c'est le fait que l'État protège moins les chrétiens contre les persécutions politiques. La discrimination systémique, c'est également d'entendre Jésus être traité de pédé sur les radios publiques, alors qu'il n'oserait jamais faire la même chose pour d'autres religions. Donc, si je résume bien, les Français d'origine étrangère sont largement privilégiés par rapport aux Français de souche concernant leur appartenance communautaire, ainsi que le respect de leurs traditions et de leur religion. Ils sont en position dominante dans l'espace public, comme la rue et l'école. L'État leur accorde des avantages financiers et s'occupe bien plus de cette population, alors même que cette population est moins active. Ils sont également favorisés sur le marché de l'emploi et au niveau de la justice. Le privilège blanc est donc un mensonge total. Je n'ai donné ici que quelques exemples, mais je pourrais continuer avec énormément d'autres, que certains diront non systémiques, comme par exemple les agressions physiques dans certains quartiers, etc. Absolument toute forme de discrimination est de base inacceptable, mais elle l'est d'autant plus quand c'est sur la terre de ses ancêtres au profit des populations venant d'ailleurs. Ma mère Valériane a le travail, et puis que ma mère non, et puis elle a
elle gagne des sous. Et puis ma mère, elle travaille pas, donc elle a presque pas de sous. Et puis si elle travaillait, elle aura plus de sous. Ils travaillent, ils sont heureux. Son père, il travaille. Il travaille, son père. Il travaille où? À l'usine. Des fois c'est mon beau-frère qui la dépanne pour des sous et tout. Mais le lundi, le mardi et le jeudi, si elle a rien à faire à manger, elle va au resto du cœur. Il lui donne des trucs gratuits, c'est qu'elle attend qu'elle a des sous. Parce que des fois, je préfère avoir des gâteaux et puis tout. Parce que des fois, au matin, je déjeune pas. Avant, quand ma mère avait des sous, je mangeais des céréales. Des fois, c'est des frites. Et puis après, c'est des pâtes. Ça change, mais après, c'est des frites. Vous voyez ces enfants? C'est ceux que les bobos parisiens gauchistes méprisent et traitent de privilégiés. Ils ne bénéficieront jamais d'aucune discrimination positive ou de quotas. Ils n'auront jamais aucune aide de la part de la société française. Leur école ne bénéficiera pas d'aide supplémentaire pour les aider à réussir. Non, tout cela est réservé à la diversité que les élites chérissent. Eux, les élites, les méprisent. C'est des bouseux qui voteront sûrement Front National. Tout ce qu'ils leur donneront, c'est la honte de la patrie et de leur histoire, la destruction de leur structure sociale et de leur communauté, le mépris de leur religion. Tout ce à quoi ils auront droit, c'est de travailler dur à l'usine pour pouvoir, en tant que privilégiés, financer les plans banlieue à travers leurs impôts. La gauche Terra Nova, c'est ça, la haine et le mépris du peuple.